Bonjour à vous tous. Alors dans cette vidéo, je voulais vous présenter ce magnifique camembert explicatif qui vous montre comment est dépensé le montant de votre impôt dans les dépenses de l'État. C'est quelque chose que vous avez dû voir lorsque vous avez déclaré votre impôt en ligne. À la toute fin, on vous propose un lien vers un site web qui est censé nous expliquer le détail des dépenses publiques. Et ce qui est très drôle, c'est que je pense qu'il croit réellement que ça va nous convenir ou nous endormir, je sais pas, le fait de sembler transparent comme ça, alors que les choses en réalité sautent encore plus aux yeux. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Et j'ai aussi téléchargé un document annexe qui propose engagement financier de l'État par rapport à la proportion de la dette en France. Et on va revenir un petit peu sur cette dette d'ailleurs illégitime versée en intérêt à des banques privées. On en profitera pour revoir le fonctionnement et la création de la Banque de France, mais aussi la loi Pompidou-Rothschild de 73. Et voilà, on passera diverses choses en revue. Donc, lorsque vous cliquez sur ce site, vous apparaissez sur ce site tout joli, qui semble un peu nous prendre pour des imbéciles, hein, vraiment, vous savez, au design hyper simplifié. On nous propose même un quiz, un jeu à la fin de la page. Feriez-vous un bon ministre du budget, etc. Les trucs totalement infantilisants qui nous prend pour des imbéciles. Bref. Donc, imaginons que vous ayez à payer 1500 € d'impôt sur le revenu. Eh bien, là c'est des copies d'écran que j'ai faites, hein, donc c'est pas interactif. En gros, vous avez 375 € en éducation et recherche, 300 € qui concernent le budget de la défense. Ça, je sais plus ce que c'est. On va tout décortiquer par la suite. Et les 165 € là, c'est ce que représente le paiement de la dette. Et les tout petits montants ridicules là, 15 €, etc. Figurez-vous que c'est le montant alloué à la culture, les sports et les loisirs. C'est même pas uniquement la culture, non, c'est la culture, les sports et les loisirs. Donc qu'est-ce qui reste pour la culture? Eh ben, des épluchures de cacahuètes, je dirais. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail. Voilà, si on clique ici, vous voyez, on a la charge de la dette. 165 € sur 1500 € que vous payez, c'est énorme. C'est à peu près 11%, même plus. Voilà, si on clique, on a une petite explication. Charge de la dette. Montant global, imaginez-vous, 41,2 milliards d'euros, soit 11% du budget total pour 2018. À titre indicatif, pour comparer, voilà, culture, sport et loisirs par exemple, montant global 4,5 milliards d'euros, soit 1% du budget total. Ici, éducation et recherche, montant global quand même presque 100 milliards d'euros. Mais on verra un petit peu plus bas que est aussi inclus par exemple le montant dépensé en recherche pour les vaccins. Hein, donc sûrement en association avec les laboratoires privés notamment. Donc voilà, hein, comparé à la tranche qui représente la culture, les sports et loisirs, on a une dette de 41,2 milliards d'euros, soit 11% du budget total. Alors on nous explique que l'État doit pouvoir honorer sa signature en toutes circonstances et au meilleur coût. L'enjeu que représente la charge de la dette est de parvenir à gérer la dette de l'État et sa trésorerie afin de servir au mieux les intérêts du contribuable et dans les meilleures conditions de sécurité. Alors là, c'est une espèce de blabla assez vague. Dans les meilleures conditions de sécurité, pour qui? On ne sait pas trop. Puis ça n'a rien à voir avec les intérêts du contribuable. Servir au mieux les intérêts du contribuable, ça on va le retrouver dans le document annexe, voilà, qui est celui-ci. Engagement financier de l'État. Donc je vais vous lire ce petit passage. Donc on nous précise que la gestion de la dette répond à l'impératif de couvrir le besoin de financement de l'État, tout en minimisant, sur la durée, la charge de la dette pour le contribuable. Alors, ça ne les empêche pas de nous mentir. Là, ils nous mentent, là. Minimiser au minimum la charge de la dette pour le contribuable. Si on regarde un petit peu le détail, entre guillemets, enfin de ce qu'ils veulent bien nous laisser paraître de cette dette, voilà, charge de la dette, 41 548 milliards d'euros pour 2017. Alors évidemment, ils nous annoncent une baisse pour 2018. On ne sait pas trop comment, mais voilà. Donc dette, 40 600 millions d'euros. Trésorerie, un peu 948 millions d'euros.
Et vous voyez ensuite les montants beaucoup plus petits pour agriculture et environnement, 1 million d'euros. Soutien au domaine social, logement, santé, 21 millions d'euros. Financement des entreprises, 4 millions d'euros. Développement international de l'économie française, on était à 0 euros apparemment en 2017. Mais on va nous raconter dans un autre passage, là si on lit tout le document, que une des missions, des engagements financiers de l'État, c'est de développer les investissements de la France à l'international. Mais on voit par ailleurs qu'ils étaient 0 euros en 2017. Bon, tout ça est très cohérent. Mais revenons à cette problématique de minimiser la charge de la dette pour le contribuable. C'est très intéressant parce que vous avez des graphiques sur internet qui nous montrent l'évolution de la dette de la France depuis le début des années 70. Et on se rend compte en fait que la dette n'est pas du tout enflée avec l'inflation, mais est enflée surtout par les intérêts graduels de la dette depuis que la France est forcée d'emprunter sur les marchés financiers, donc à des banques commerciales privées, entre autres. Chose qui a été faite grâce à la loi Pompidou de 1973, loi dite Pompidou-Rothschild, parce que Pompidou était un ancien banquier d'affaires, et chose qui a été renforcée avec un paragraphe du traité de Maastricht en 93, ça a été ratifié en 94 je crois, qui impose aux États, notamment la France, d'emprunter sur les marchés financiers pour se financer. Donc la voici cette loi de janvier 1973 sur la Banque de France. Je vais vous lire un petit passage qui résume bien l'absurdité de cette loi. Imaginez-vous que la France a déjà payé plus de 1400 milliards d'euros d'intérêts à ses créanciers depuis 40 ans. Alors que, voilà, là on nous stipule qu'en 2014, on avait une dette de plus de 2000 milliards d'euros. Donc vous voyez, la grande majorité de notre dette actuelle est composée des intérêts que nous avons payés depuis 1973. Je vous disais dans une précédente vidéo que, effectivement, jusqu'en 1972, la Banque de France, elle pouvait prêter à l'État sans intérêt, voilà, 10,5 milliards de francs, équivalent à 10 milliards d'euros en 2015, puis 10 autres milliards de francs à taux très faible. Et au-delà, l'État devait emprunter sur le marché privé. Donc c'est déjà des montants relativement suffisants, pour lesquels l'État se contentait jusqu'ici. Et on dépassait rarement ces montants, ce qui fait qu'on finançait quasiment à 0%. En fait, je vous avais expliqué ça sommairement dans une autre vidéo. Ce qui est très cynique, c'est que on a eu une espèce de coup d'état financier, et les banquiers et les financiers ont fait en sorte d'introduire, vous allez voir, une mesure pour supprimer d'un coup 7,5 milliards de francs de recettes, en 73, alors que la baisse de la TVA introduite en janvier a supprimé d'un coup 7,5 milliards de francs de recettes, eh bien le montant total de 20,5 milliards de francs, défini dans la loi de 73, était supérieur à ce que la Banque de France prêtait à l'État au cours des années précédentes. Donc vous avez compris, c'est-à-dire qu'ils trouvent un prétexte, donc les lobbies vont faire passer une mesure, par exemple de baisse de la TVA, qui supprime 7,5 milliards de francs de recettes, donc l'État doit emprunter plus que le maximum qui était autorisé, à taux très faible, voire 0%. Du coup, ils nous pondent une loi, en 73, pour permettre d'emprunter librement sur les marchés financiers. C'est-à-dire où ils ont créé les conditions du problème, et ensuite ils nous proposent leur solution. Pour bien comprendre ce que c'est que la Banque de France, et quels sont les intérêts derrière ça, je vais vous passer un extrait de l'historien Henri Guillemin, qui nous explique ça très bien. Bonaparte va voir ce qui l'attend. C'est une date, vous savez, le 6 février 1800. C'est la date pratiquement de la création de la Banque de France. Et dès que j'aimais ce mot, enfin Banque de France, il faut que nous-mêmes nous soyons convenablement impressionnés et que nous prenions une attitude de l'intérieur révérentielle. Il y a un monsieur, Gabriel Ramon, qui en 1929 a publié chez Grasset un ouvrage de luxe, vraisemblablement payé par la Banque de France, une histoire de la Banque de France, un in-quarto de luxe. Et vous y lisez: la création de la Banque de France doit être mise au nombre des institutions fondamentales du prodigieux empire napoléonien. Alors il faut bien que nous regardions ensemble ce que c'est que la création de la Banque de France. Le 6 février, M. Pergaud s'amène. S'amène avec un plan. C'est tout écrit, là, va lire une déclaration à Bonaparte, et voici les termes principaux de cette déclaration. À celui qui a contribué si puissamment à nous rendre, et avec tant d'éclat, les caractères d'une nation guerrière. Vous voyez, côté finance, on n'est pas tellement pacifique,
il appartient de faire connaître que notre nation, c'est assez joli de la part de Je suis Spergois, que notre nation est aussi appelée à se faire admirer et respecter par les effets d'une bonne économie politique. Libre par sa création, qui n'appartient qu'à des particuliers. La banque que je propose de créer, écoutez bien, ne négociera avec le gouvernement que lorsqu'elle y rencontrera ses convenances et le complément de ses sûretés. Néanmoins, cette banque s'appellera la Banque de France, mais elle ne sera à aucun degré une banque gouvernementale. Elle sollicite du Premier Consul la promulgation d'une loi qui, sans peut-être paraître s'occuper nominativement de notre établissement, consolidera son existence. Est-ce que vous avez compris? C'est une entreprise strictement privée. C'est un groupe d'hommes d'affaires qui vient demander à Bonaparte, parce qu'il est le chef de la France, le droit de mettre une étiquette fallacieuse sur leur maison. On mettra Banque de France pour faire croire à la clientèle c'est une banque au service de la France, alors que ce sera simplement leurs intérêts privés, mais comme il y aura Banque de France, vraisemblablement les capitaux afflueront.